Bonjour, je range mon bureau numéro 128 et vraiment je range mon bureau alors que j'ai pas du tout le temps de faire une vidéo, mais c'est juste que là je peux plus travailler en fait. Donc c'est un peu le... Bon bref. Alors il est 9 heures du matin, on est mardi, et il y a 2 heures j'ai un morceau de mur qui s'est effondré dans mon salon. Donc voilà, c'était un peu inattendu on va dire. Un peu effrayant aussi, et bon voilà. Et ça, dans ces cas-là on se dit que ça pourrait toujours être pire parce que ça a fait un bruit, évidemment, un vacarme insensé. Je rentre pas dans le détail du truc, hein, c'était un petit peu prévisible aussi. Bon, c'est un truc qui a été très mal fait à la base par les gens qui ont refait la maison et à qui on l'a acheté il y a longtemps déjà, mais bon, peu importe. Donc ça aurait pu arriver la nuit, en nous réveillant, ça aurait pu arriver avec quelqu'un en dessous, ça aurait pu arriver en pétant le radiateur qui est en dessous, ça a juste pété le robinet, donc le radiateur a rien. Donc voilà, verre d'eau à moitié plein. Je range mon bureau. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Alors, je commence par un livre que je ne vais pas ranger parce qu'il va m'accompagner toute l'année. Ça fait partie des projets, mais c'est une manière hyper subtile pour moi de faire de la pub pour mon blog. Sur le blog mum.oeffort.com, mum, M-U-2-M, c'est l'acronyme de musicien masque de mots. C'est un blog que j'avais ouvert en 2006 et dans lequel j'écris régulièrement. C'est le blog le plus expérimental, on va dire. Il y a une des séries hebdomadaires que je fais, c'est tous les vendredis, c'est la série Mouture, et je traduis toutes les semaines un extrait de ce livre que j'ai trouvé en fait d'occasion, In zwei Sprachen leben, et c'est un petit volume de poche qui est paru au début des années 80 en Allemagne, à l'époque où il y avait encore la RFA et la RDA. Et le point commun, c'est que ce sont des textes qui ont tous été écrits par des personnes qui n'étaient pas des écrivains professionnels et dont aucun n'est de langue maternelle allemande, et qui sont tous des immigrés, qui étaient tous des immigrés en Allemagne dans les années 80. Et donc qui viennent de partout, hein. Il y a des Français, des Polonais, des Turcs, des Chiliens, des Boliviens, des Syriens, enfin voilà, bon. Je trouvais que c'était un projet assez intéressant, et donc je traduis toutes les semaines un petit texte, un petit poème ou un paragraphe de prose de ce livre-là. Ça me permet aussi de me forcer à travailler avec l'allemand, ce que j'essaie de faire régulièrement quand même, voilà. Donc c'est souvent en fait que c'est assez souvent malgré tout sur le blog il y a pas mal de traductions de l'allemand. Régulièrement j'ai des projets comme ça où je traduis une série de poèmes. Finalement, je suis pas du tout un bon germaniste, mais bon, voilà, c'était ma langue 1 au départ. Mais bon. In zwei Sprachen leben, Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern, le sous-titre, hein, récits et poèmes écrits par des étrangers, Ausländern. C'est tout un programme. Voilà, donc ça reste sur le bureau. Alors, je vais le ranger, je vais pas le ranger, je sais pas trop. Amahata Aidu, Our Sister Killjoy, je vous en ai déjà parlé, c'est juste pour dire que l'an dernier, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre-là qui m'accompagne depuis bientôt 30 ans, et j'ai beaucoup travaillé à 2 niveaux, beaucoup en recherche, et d'ailleurs encore ce matin, je vais brièvement parler d'un extrait de ce livre dans un séminaire actualité de la recherche sur la colonialité que je co-anime avec 3 collègues de l'EHESS, dont Christelle Rabier. Et donc, ce livre, l'autre raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est parce que je l'ai traduit avec Patricia Ouefagrange. Ça sort maintenant dans 2 mois aux éditions Rodbo Creek, et il nous tarde vraiment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Livre, oula, dis donc, c'est la journée des catastrophes. Je viens de renverser un pot à crayon. Autre livre, tiens, que j'étais allé rechercher sur mes étagères et que je vais re-ranger, Devil on the Cross de Ngugi wa Thiong. Pour la simple raison qu'en fait, il est bon. J'ai un étudiant qui a travaillé dessus l'an dernier en master, et ce livre n'est pas traduit. Donc voilà. Donc on est en train d'y réfléchir un petit peu. Et donc je me suis replongé vite fait sur le début de Devil on the Cross. Ça, c'est plus lié à mes cours de ce semestre. Il y a un cours que j'enseigne qui s'appelle Les grands textes. C'est un nouveau cours. Je remplace une collègue. C'est un cours transversal. Il y a des collègues, il y a des italianistes, des spécialistes de littérature grecque ancienne, de littérature latine, de littérature française, d'autres collègues anglicistes, américanistes qui interviennent dans ce cours. Et l'idée, c'est qu'on introduit les étudiants de première année, on leur fait une sorte d'initiation à un très grand nombre de textes qui sont des textes considérés comme canoniques, d'où un peu le concept de grand texte. Et moi, j'interviens 10 heures ce semestre sur 5 grands textes afro-antillais. Et donc, les 4 premières séances, donc les 2 premiers grands textes, c'est Things Fall Apart de Chinua Achebe, avec une des 2 traductions. Celle-ci, c'est la plus récente, Tout s'effondre.
de Pierre Girard, publié chez Actes Sud, là c'est en collection Babel, très bonne traduction, voilà. Il y a une autre traduction qui s'appelle Le monde s'effondre, qui est à présence africaine, et là cette semaine on va travailler, autre grand texte, sur Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma, et c'est pour ça que c'était sur mon bureau, mais ça va être rangé. Alors on continue, j'espère que ça tourne, dans les choses que je vais ranger. Un cadeau d'anniversaire, mon anniversaire c'est en novembre, que j'ai eu en retard parce qu'en fait ils avaient oublié de me l'apporter, nos très bons amis Lucie et Arnaud, qui m'ont offert, et donc je l'ai récupéré en fait le jour de la Saint-Sylvestre, enfin pour le réveillon du 1er de l'an, donc je l'ai lu, ça a été ma première lecture de 2026, Les vacances chez Pépé Mémé de Bouzard. C'est un peu, voilà, c'est un peu esprit, je sais pas, ouais, un peu esprit fluide glacial, harakiri, un peu entre les deux, quoi. C'est un peu trash, c'est très satirique. Voilà, le dessin fait un petit peu penser je sais plus comment il s'appelle, Godelette, je crois, le dessinateur de Radada. Ça fait un peu penser à ça, un petit peu aussi à Vuillemin, quoi. Voilà, c'est un peu ce genre-là. Et c'est très drôle, en fait. C'est un peu trash et c'est très drôle. Voilà, les vacances chez Pépé Mémé de Bouzard. Je parle rarement de bande dessinée. Parce qu'en fait, souvent, quand j'en lis, c'est pas moi qui les range. Elles sont dans un autre endroit. Bon. Donc, j'en parle rarement, parce que j'en lis pas très souvent. Dans la série des livres, oui, que je vais ranger, ce livre très important alors je sais jamais, de Carlos Moore, de Carlos Moore, traduit et préfacé par Leonora Miano, excusez du peu, paru cette année aux éditions Mémoire d'Encrier, enfin quand je dis cette année, c'est à l'automne dernier, Pichon, racisme et révolution dans le Cuba de Castro. Et c'est un livre extrêmement intéressant. C'est vraiment une sorte d'autobiographie politique en fait, d'un compagnon du castrisme qui raconte comment il a subi en fait le racisme à l'intérieur de la révolution castriste. Je vous donne justement la phrase ou les deux phrases qui servent un petit peu d'exergue, qui sont tirées du livre et qui servent d'exergue à ce livre. Je serai toujours du côté de la révolution, forcé de choisir. Je me rangerai du côté d'une révolution imparfaite ou même ratée, plutôt que de celui du genre de société cauchemardesque dans laquelle je suis né et ai grandi. Et alors il raconte quand même, donc c'est traduit de l'anglais en fait par Leonora Miano. Donc c'est traduit de l'anglais. La raison pour laquelle je l'ai lu en français, c'est parce que déjà je ne sais plus s'il a été publié en anglais ou pas. Je me demande si c'est pas justement un texte. Il y a une très belle préface de Leonora Miano qui explique un peu tout le contexte. Pichon est une mise à nu, un texte dont l'auteur ne dissimule rien de ses failles, de ses contradictions, de ses blessures les plus profondes. Ajoutons à cela que la figure de Fidel Castro, dont il admira comme tant d'autres le charisme et le génie politique sans pourtant s'aveugler, ne souffrait pas la critique. Or, ce sont aussi des éléments du castrisme que Moore tient à dénoncer. Et donc voilà, et donc il raconte vraiment dans le détail comment il a été la victime d'un certain nombre de cabales en fait, à l'intérieur des mouvements de gauche. Et donc c'est un texte qui historiquement permet d'interroger aussi toute la question du racisme ou des résurgences racialistes ou de la permanence d'une certaine forme de discrimination raciale systémique à l'intérieur des mouvements de gauche et même en l'occurrence au sein de mouvements révolutionnaires de gauche. Il y a un chapitre qui est très beau qui s'appelle Miroir brisé et qui explique vraiment ce qui s'est passé aussi et comment effectivement il se trouve dans une espèce de presque alors pas de double consciousness mais plus de schizophrénie un peu comme ça. Et donc voilà, et c'est très et c'est vraiment très fort, très beau. Alors c'est un livre un peu long, mais c'est des mémoires vraiment intéressantes. Intéressants d'ailleurs, je crois, les mémoires, c'est au masculin, je crois, au sens de texte autobiographique. Voilà, et donc je ne peux que le recommander. Ça coûte 24 €, voilà. Et c'est sorti il y a quelques mois chez Mémoire d'Encrier, maison d'édition qu'on ne présente plus et qu'on ne peut que saluer et encourager et célébré. Autre texte paru, je crois, l'an dernier aussi, voilà, aux éditions Actes Sud, une très belle anthologie par Estelle Castro-Cauchy des littératures aborigènes et iliennes du détroit de Torres. C'est chez
Actes Sud donc. Alors Estelle Castro-Cauchy, c'est une grande chercheuse, spécialiste des littératures océaniennes et notamment des littératures aborigènes. Et donc ici, elle a proposé la première anthologie de poésie autochtone australienne traduite en français et aussi, c'est à signaler, en langue des signes français. Ce qui veut dire qu'en fait, on a pour un certain nombre de poèmes, par exemple ici, ce poème de Ambeline Kouai Moulina, qui se trouve qui commence à la page 172, et qui, voilà, et qui, on a le poème en anglais, le poème en français, et puis on a un petit QR code qui renvoie vers la vidéo du poème en langue des signes française. Alors c'est une anthologie à la fois très riche et qui est aussi un objet d'étude ou qui est aussi un document de recherche puisqu'il y a de très longues notices rédigées par Estelle Castro-Cauchy. Donc vraiment, Estelle Castro-Cauchy, elle a vraiment les deux casquettes de chercheuse et de traductrice ici. Elle a vraiment travaillé sur l'ensemble du spectre. Et c'est un ouvrage qui est intéressant pour des personnes qui juste veulent lire, découvrir des poètes. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de mise en perspective et de mise en contexte d'un point de vue un peu recherche. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et c'est donc chez Actes Sud, je l'ai dit, collection Voix de la Terre. Il y a une préface de Barbara Gloszewski, excusez du peu. Je me rends compte que je suis en train de ne pas ranger les choses comme il faut avant de les ranger pour de bon après la vidéo. Alors, je termine, parce que je compte faire une vidéo très brève. Il était 9 heures passées au moment où j'ai commencé. J'ai mon séminaire à 10 heures. J'ai des milliards de trucs à faire toute la journée, tout le temps en ce moment. Je ne sais même pas quand je vais la mettre en ligne. C'est un peu bon. Ouais. Et je termine en fait pour faire la pub. J'ai commencé la vidéo en faisant la pub pour mon blog. Je vais refaire un petit peu la pub pour l'émission de radio I Love Mes Cheveux. J'espère que je penserai à redonner le lien, mais c'est sur Radio Campus Tour. Si vous tapez sur Google Radio Campus Tour I Love Mes Cheveux, c'est très bien référencé sur Google. Vous tomberez sur l'archive de l'émission. Et la dernière émission diffusée, c'était lundi dernier, enfin pas hier, hein, lundi précédent, le lundi 26 janvier, je pense. Et c'était avec l'excellent traducteur de l'islandais Eric Bourri, prolifique et vraiment extrêmement sérieux. Et avec lui, on s'est entretenu pendant un peu plus d'une heure. Et j'avais lu beaucoup de littérature islandaise. J'en connaissais déjà un petit peu, heureusement. J'avais même déjà lu des traductions d'Eric Bourri. Mais j'avais un petit peu musclé mon jeu. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui vous lire des extraits de ces livres-là, mais c'est juste pour vous remontrer une partie des livres que j'ai lus pour préparer cette émission. Il y en a que je ne vais pas montrer parce qu'en fait, je les avais empruntés. Il y a notamment les deux livres Miss Island et Eden d'Auvur Ava Olavsdottir que j'avais emprunté à la médiathèque. Et puis aussi le merveilleux livre d'Eirikur Nordal. J'ai réussi à lire les noms sans avoir à rechercher. Je pense que je ne me suis pas trompé. Ilska, ça s'est traduit aussi évidemment par Eric Bourri chez Métellier, c'est super. Les livres d'Olavsdottir, ils sont chez Zulma. Et donc voilà, donc ça, ceux-là, je ne vais pas vous les montrer parce que je les avais empruntés et je les ai déjà rendus. De quoi est-ce qu'on a parlé ou de quoi est-ce qu'on n'a pas assez parlé? Donc c'est aussi pour vous le dire. La valse de Valérie de Gudmundur Andri Thorsson, ça c'est chez Gallimard. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'aurais bien aimé en lire un petit peu un extrait quand même. Allez. Âgé de 11 ans, on l'avait envoyé à la campagne. Ses parents considéraient qu'il était bien plus sain pour un jeune garçon de passer les quelques mois d'été loin des rues de Reykjavik. Il n'aurait fait qu'y traîner comme un misérable, perdant l'appétit et se changeant en gamin d'intérieur, pâle et sans ressort, alors qu'à la campagne, il se frotterait à la vraie vie. Là-bas, il participerait aux travaux de la ferme, passerait son temps au grand air, le vent caresserait ses joues qui deviendraient bien rouges et saines, l'activité en plein air lui ouvrirait l'appétit, il apprendrait à manger tout ce que l'on proposerait, entendrait de l'islandais authentique et correct, se familiariserait avec les animaux, mais avant tout, apprendrait à se connaître lui-même. Confronté à toutes sortes de tâches exigeant de la réflexion, il sentirait son intelligence s'aiguiser et son corps changer au fur et à mesure que sa musculature se développerait grâce au travail. Et juste pour expliquer, là il s'agit donc d'un flashback sur l'enfance d'un personnage, Sveni je crois, la valse de Valérie, ça se passe vraiment sur un temps extrêmement court, hein, ça dure à peu près 1 heure, et en fait même pas 1 heure, c'est en fait il y a un personnage qui traverse un village côtier,
qui sert aussi un peu de station balnéaire, et donc qui est un peu devenu une station balnéaire, on va dire. Et donc ce personnage qui traverse le village, un certain nombre d'habitants du village l'aperçoivent au moment où elle traverse le village, si je me souviens bien. Et donc chaque chapitre permet de faire une sorte d'incursion ou d'introspection à l'intérieur, donc des pensées, des souvenirs, de ce qui perturbe ou de ce qui travaille ce personnage à ce moment-là. Et ça permet comme ça en fait de brosser le tableau d'une société par petites touches avec énormément en fait de convergence entre les différentes histoires, entre les différents passés, entre les différents présents. C'est très malin. Au début, je trouvais ça bien sans plus. Et en fait, plus on entre dans le livre, plus on est vraiment séduit. Très très bien. La valse de Valérie, Gudmundur Andri Thorsson. Jón Kalman Stefánsson, je suis en train d'en finir un autre. Asta, je l'avais lu il n'y a pas très longtemps et j'en ai parlé, je crois, en vidéo, donc je ne vais pas en reparler. Entre ciel et terre, dont le traduit aussi par Éric Bourri et qui date de 2007, traduction 2010, donc tout ça c'est en folio. Et Entre ciel et terre, c'est juste pour dire que le personnage principal ou un des personnages principaux de cette histoire de marin à la fin du 19e siècle, c'est la traduction islandaise du Paradis perdu de Milton. Et rien que ça devrait vous donner envie d'aller lire ce livre, Entre ciel et terre. Puis c'est vraiment très bien, Jón Kalman Stefánsson. Et on termine par un livre que j'ai un petit peu moins aimé, on n'a pas eu le temps d'ailleurs d'en parler, c'est un peu dommage parce qu'il est intéressant quand même, c'est Un coup de tête de Sigrun, j'allais dire Sigridur, Sigrun Pálsdóttir, également traduit donc par Éric Bourri. C'est une traduction un petit peu plus ancienne, non je dis des bêtises, 2022, je dis des bêtises, je dis vraiment des bêtises. Voilà, et ça se passe aussi en fait à la fin du 19e siècle, et donc on a toute une vision un petit peu du patriarcat et de l'enfermement des jeunes femmes à la fin du 19e siècle dans le patriarcat, avec un voyage, et donc ça problématise aussi l'immigration aux États-Unis, et c'est pas mal. J'ai pas trouvé ça renversant, ni extrêmement original, mais c'est pas mal. Et en fait, j'ai pas du tout eu l'occasion d'en parler avec Eric, ni en off, ni pendant l'émission. Donc voilà, donc je le signale, c'est un texte voilà, qu'on a un peu invisibilisé et qui est pas mal du tout. Un coup de tête de Sigrun Pálsdóttir. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a enregistré, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Au moins, celle-là, elle ne dure pas 1h30. Allez, bonne semaine.